Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aligre FM 93.1, nous sommes jeudi, il est 10h, c'est l'heure de votre magazine littéraire Au fil des pages, proposé aujourd'hui par Nadia Etayeb. Frédéric Jean-Gilles est atteint de schizophrénie, diagnostiqué à l'âge de 20 ans. Depuis très longtemps, il noircit des pages pour faire, dit-il, taire les voix venues d'en bas, les injonctions qui lacèrent. Il noircit des pages jusqu'à ce qu'elles tiennent debout, jusqu'à ce qu'ils tiennent debout. Et ces pages, il nous les offre aujourd'hui dans un texte bouleversant qui abolit la frontière entre folie et normalité. Frédéric Jean-Gilles est mon invité ce matin dans Au fil des pages. Écrire pour se frayer un passage dans le vacarme des voix intérieures, fracassantes, pour imposer le silence et laisser parler la voix maîtrisée, celle de l'intime. Écrire pour redevenir maître des mots et du silence, pour imposer son rythme et donner à entendre une autre vérité que celle du verdict médical, froide, pétrifiant, qui emmure dans une altérité radicale et muette. Dans son ouvrage « Si la mer se meurt », récit poème d'une rare intensité, Frédéric Jean-Gilles nous livre non pas un témoignage, mais un combat, mot contre mot, qui invite à explorer des territoires inconnus aux confins d'un vécu psychique et d'une réalité singulière que seule la force des mots, libérés de leur camisole scientifique, peut transfigurer en montrant la voie d'apaisement provisoire, mais bien réelle. Frédéric Jean-Gilles, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin sur Aligre FM et merci pour ce texte, je le disais à l'instant, d'une rare intensité. On va en parler ensemble durant un peu plus d'une heure, mais d'abord je vous propose d'écouter une musique que vous avez choisie vous-même, Michael Jackson, Man in the Mirror. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A son's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's the one I want you to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to
Michael Jackson, Man in the Mirror sur Aligre FM 93.1 dans le magazine Au fil de page, dont Frédéric Jean-Gilles est aujourd'hui l'invité pour un magnifique texte publié aux éditions Les Cahiers de l'Égaré et préfacé par Jean Védrine, que l'on salue au passage. Ce texte, il s'appelle Si la mer se meurt. C'est un récit poème dans lequel Frédéric Jean-Gilles lutte contre les voix intérieures pour imposer sa voix, celle des mots maîtrisés dans l'écriture, mais maîtrisés et juste assez pour pouvoir accéder à une forme de liberté que lui refuse la maladie dont il subit les affres depuis l'âge de 20 ans. Un récit qui transfigure la schizophrénie, Frédéric Jean-Gilles. Oui, merci beaucoup. D'abord, un petit mot peut-être sur la musique que j'ai choisie Oui. tout à l'heure. Alors, c'est un titre qui est sorti en 88. Moi, j'avais 8 ans. Il faut savoir que le clip, encore une fois, comme chez Michael Jackson, est assez grandiloquent, un peu bon. Mais il y a beaucoup d'images un peu très douloureuses du monde, des enfants affamés, des manifestations sociales difficiles. Et c'était la première fois que j'avais affaire à ce genre d'images, si vous voulez, violentes. Et il y avait ce refrain, si vous voulez faire du monde une place meilleure, commencez par vous-même. Voilà. C'est un peu ça qu'il nous dit. Et là, quand je regarde mon parcours, donc là on était en 88, en 2010 je fais des études de philosophie à Nanterre, et je tombe sur ce discours de la méthode de Descartes, où il nous dit je préfère me changer moi plutôt que les règles de mon pays. Donc j'y voyais un petit rapport, et là je suis un peu plus loin, tombé sur ce livre de Peter Zendy, un professeur à moi, qui s'appelait La philosophie dans le jukebox, où là il traite effectivement des aspects philosophiques, comment on peut tirer vers la philosophie ce qu'on trouve dans le jukebox ordinaire, si vous voulez. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi Michael Jackson aujourd'hui. Et en même temps, dans le titre, Frédéric Jean-Gilles, il y a également Le Miroir. Oui. Et le livre que vous nous offrez en partage aujourd'hui, qui est un livre extrêmement intime, c'est aussi le miroir de cette psychose que vous portez depuis des années. Mhm. Mais c'est aussi le reflet d'un travail d'écriture acharné que vous présentez comme un combat contre des voix intérieures Tout à fait. et qui a débuté à quel moment cette pulsion d'écriture contre ces voix intérieures? Alors je dirais qu'elle a commencé au moment même de ma première crise, en 2001, où là il s'agissait pour moi d'entendre, c'est un peu difficile à entendre quand on a 20 ans, et même pour d'autres âges, j'entendais le terme salope, tout simplement. Et il faut savoir que salope, ça peut être aussi saloper, salir, ça peut être sali par quelque chose de dégoûtant. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à entendre ces voix et j'ai pris ce recul en me disant il faut que tu t'en sortes, euh, qu'est venu ce deuxième terme qui a été patience. Patience, rien ne dure. Et c'est à partir de ce moment où j'ai cru comprendre qu'il y avait une échappée possible dans la patience, la persévérance vers quelque chose de meilleur, malgré tous les affres de la schizophrénie. C'est là que je me suis dit il faudrait pouvoir en témoigner. De quelle manière, je ne savais pas trop. Ce que je faisais, moi, c'était écrire. Ma sœur faisait du droit, donc j'écrivais presque par cœur sur Word des manuels de droit. Ça me faisait beaucoup de bien, cette espèce de construction de la phrase. La construction grammaticale, c'était un art qui, même si c'était des manuels de droit, tant qu'elle était là, nette, précise, elle me permettait de boucher les trous aux voix, si vous voulez. Et c'est donc à partir du moment où j'ai entendu les premières voix, où j'ai eu aussi mon esprit qui a créé cette échappée avec le terme patience, que j'entendais aussi bien que les voix, mais dans un terme plutôt amical, que je me suis dit, va falloir en témoigner. Il va falloir faire quelque chose. Et vous dites quelque part dans votre texte qu'il y a les voix qui apaisent et Oui, celles qui torturent. D'ailleurs, dans Patience, il y a aussi quelque chose de la souffrance, oui, l'endurance, de l'endurance. complètement. Il y a quelque chose qui doit rester malgré tout. Dans le terme devoir, il y a cette morale qui est là aussi dans ce livre, par la spiritualité, par ce que j'ai cru comprendre
de ce domaine-là et qui m'a beaucoup aidé, effectivement. Le tu dois continuer, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Et comment ça a été par la suite ce qu'il a fallu que je mette en place. Pas de laisser aller, ça c'était impossible. Parce que, non seulement parce que les voix, si vous voulez, si je mets le contexte, les voix de la schizophrénie, on ne sait pas quand elles s'arrêtent. On ne sait pas d'où elles viennent. Que je ne parle pas en termes médicaux, je parle en termes personnels et humains de celui qui les subit. Parce qu'il y a des théories médicales qui vont vous expliquer ceci, cela. Mais quand on les subit en direct, on ne sait ni si elles s'arrêteront maintenant, demain, après la mort ou pas. On n'en sait rien parce que c'est tellement difficile et étrange d'entendre des voix que il y a quelque chose qui nous pousse à résister à ça. Je me suis dit, la vie est plus haute que ça. La vie est plus haute que ce naufrage. J'ai eu cette chance de me dire, il va falloir que tu ailles plus loin que ça. Ne t'arrête pas là. Et effectivement, après, la médication a fonctionné avec du temps. La médication a fonctionné, les 3 rechutes, et ça, c'était très bien. Et c'est depuis la première que j'écris et que j'essaye de témoigner en écrivant. Alors au départ, c'était pas du tout pour diffuser, c'était pour moi, c'était pour me guérir, comme on a l'habitude avec l'écriture qui guérit, souvent thérapeutique. Donc j'ai écrit, j'ai noirci beaucoup de pages, j'ai beaucoup d'ordinateurs pleins d'écriture. Et puis ce livre, celui-là, cette formulation-là est arrivée presque d'elle-même, presque d'un coup, comme ça, comme quelque chose qu'on a retenu longtemps et qui finalement s'inscrit sur la page et qui devient presque une évidence. Et c'est un livre un peu paradoxal, Frédéric Jean-Gilles, parce qu'on reviendra sur la question de l'écriture pour soi, de l'écriture pour l'autre, parce que ça rejoint, me semble-t-il, ce que vous disiez de vos rencontres philosophiques, se connaître soi-même pour pouvoir se tourner vers l'autre et partager avec l'autre. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup interrogée dans la lecture de ce texte très beau, mais très aussi traversé de beaucoup de douleurs. Hein. C'est un texte qui retrouve la lacération aussi des voix qui vous habitent. Justement, vous écrivez quand vous êtes sous médication. Et en même temps, pour faire revivre ces voix, il faut d'abord faire revivre ces voix pour pouvoir les faire taire. Comment tient-on le fil de cet équilibre délicat ? Alors c'est paradoxal, mais je crois que c'est presque impossible de décrire sur la schizophrénie. Sur le moment même où ce qu'on a ressenti, ce qu'on a subi, comment c'est arrivé, la logique ou l'allogisme que ça suit dans notre esprit, j'ai bien plutôt l'impression que c'est impossible à décrire. Il y a peut-être une scène... Alors, je sais plus, parce que c'était une scène de cinéma. Je crois que c'était dans les Contes de Canterbury, où le personnage est dans un village et tout le monde lui envoie des choses par la fenêtre, des ordures, lui il est seul en bas et tout le village lui envoie des ordures par la fenêtre. Peut-être cette image, peut-être par image, oui, par image, on pourrait réussir à décrire. Peut-être en s'approchant, peut-être qu'on peut accompagner la schizophrénie en l'écrivant. Peut-être qu'on peut toucher du doigt quelque chose de douloureux là-dedans, mais je crois que au fond, c'est assez indicible. Et pourtant, vous en dites quelque chose de manière très âpre parfois, très belle aussi. Et j'aimerais qu'on fasse entendre la langue qui vous a permis de donner voix à ces voix en étant vous-même, cette fois-ci, maître des voix, chef d'orchestre. On a choisi donc un passage qui se trouve page 57, je crois. Oui, c'est ça. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Les voix me harcèlent, jour, nuit, sans trêve. Le temps se dilue, l'espace s'efface. Il ne reste qu'un choix, tenir, résister, ne pas plier, même quand plus rien n'a de forme, même quand le monde devient flou. Je pensais pouvoir lutter, répondre par l'esprit, chasser les voix par la pensée,
Mais je ne voyais pas que mon agitation les nourrissait, qu'à chaque sursaut elle devenait plus forte. Le mal grandissait dans l'effort même que je faisais pour l'éteindre. Chaque jour la même bataille, moi contre elle contre moi. Un duel sans fin, sans règle, sans victoire possible. Elles ne parlent pas au hasard, elles observent, analysent, elles me connaissent. Mieux que moi. Tactique, froide, précise. Elles frappent là où c'est le plus fragile. Je ne sais plus si je pense ou si je suis pensé. Les voix me précèdent, elles infiltrent chaque idée, les détournent, les plient, les sabotent. Même ma pensée ne m'appartient plus. Le silence, c'était mon dernier territoire, mais elles sont venues là aussi, discrètes, patience. Elles miment mes pensées, se glissent sous ma voix intérieure et se font passer pour moi. Je ne sais plus ce qui vient de moi et ce qui m'imite. Merci Frédéric Jean-Gilles pour cet extrait qui donne à entendre cette langue poétique qui s'est imposée dans Si la mer se meurt, pour parler de ces voix qui vous ont hanté, qui sont en même temps le point de départ de ce désir d'écriture très forte, qui est une pulsion. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce passage, vous dites « je », vous utilisez tantôt le présent, tantôt l'imparfait, comme si vous étiez dans un moment d'équilibre fragile entre quelque chose de revécu et quelque chose qui est révolu et qui vous permet ce sursaut d'écriture. Et en même temps, il y a le silence. Il m'a semblé que le silence était un élément très important dans ce chemin d'écriture. Le silence refuge, le silence des voix qui se taisent, mais c'est aussi le silence qu'imposent les voix et qui vous empêche parfois de vous exprimer. Alors le silence, c'est le contraire justement des voix. C'est le moment presque de guérison, de thérapie. Les voix, au moment de crise, elles vous harcèlent. Elles sont sans pitié, quoi, sans vergogne. Et la seule parade, c'est rechercher effectivement ce silence. Ce silence qui est aussi un silence d'enseignement, si vous voulez. Le silence, c'est ce qui apaise, c'est ce qui relie, c'est ce qu'on partage le mieux peut-être. C'est ce qui permet de créer aussi quelque chose qui commence par le silence. Par exemple, pour lire un livre, il vaut mieux un peu de silence. Pour écrire, il vaut mieux un peu de silence. Pour se comprendre, peut-être qu'il vaut mieux un peu de silence. Bon. Et la cacophonie des voix se complète presque par ce silence. Et vous disiez que ces voix... oui, quelque part, elles m'appartiennent. Elles sont moi. Je ne suis pas indépendant de ces voix-là. Est-ce qu'il s'agirait, si on prend d'un parti psychanalytique ou psychologique, est-ce qu'il s'agit d'un moment de mon esprit qui essaye d'échapper à un trauma caché, qui se défend par les voix? Bon, ça, on me l'a dit, les psychologues me l'ont dit, pourquoi pas. Est-ce qu'il s'agit d'héritage de mes grands-parents qui étaient aussi internés? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un héritage culturel ou social? Pourquoi pas. Alors, il y a plein de théories différentes. Mais le silence, effectivement, c'est le contraire de la cacophonie. C'est le contraire de la lutte, c'est le contraire du combat, c'est le contraire de la victimisation de moi-même. C'est le moment de l'apaisement, effectivement. C'est le moment où je peux me permettre d'être un kidam, un autre, quelqu'un comme tout le monde finalement, qui partagerait, pourquoi pas, peut-être si je rêvais, je dirais que tout le monde partage un silence commun et qu'à partir de là, on peut construire quelque chose. Mais pas dans l'aspect grégaire des voix, effectivement, qui sont plutôt du côté du mortel, du thanatos, et qu'à partir du moment où il n'y a pas de silence, il n'y a pas de guérison possible, il n'y a pas de création, je ne pense pas. Mais il me semble que dans votre texte, vous évoquez aussi un silence des vaincus, c'est-à-dire ce moment, parce que c'est très fatigant de lutter contre ces assauts. Oui. Et il y a aussi ce silence des vaincus que vous transfigurez dans le silence de la page et des mots écrits comme des silences qui sont des respirations finalement, des pauses.
Parce que ces silences des vaincus dont vous parlez, c'est peut-être le silence de ce qui est plus haut que moi, que nous. Peut-être ce dont je parle, ces forces qui ne sont pas là pour être crues, mais qui sont là pour être vécues. Peut-être j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses plus hautes que nous-mêmes. Je ne parle pas de divinité, pourquoi pas d'ailleurs, mais je pense que euh, il y a effectivement des énergies, peut-être ce que dit Baudelaire, les énergies créatrices qui nous traversent, qui se déplacent, quelque chose qui nous porte. Et effectivement, il y a des silences qui nous écrasent et qui nous font dire peut-être voilà où tu te situes. Et c'est très intéressant parce que il y a dans votre livre une place faite à ce que Jean Védrine, dans sa très belle préface, Oui, appelle les prodiges, une place faite à une forme d'ésotérisme, de rencontre aussi, euh, guidée par l'intuition et qui vous permettent d'entrevoir d'autres territoires que ceux dans lesquels vous êtes enfermés par la maladie. oui. Alors, j'ai rien entrevu de monstrueusement différent de ce qu'il y a à entrevoir ici-bas, mais c'est vrai que l'ésotérisme, la spiritualité, c'est quelque chose qui, presque malgré moi, m'a sauvé. Je ne l'ai pas cherché, mais quand la schizophrénie s'installe et qu'on entend des voix, la persécution, les hallucinations auditives, visuelles, la paracousie, on se défend avec tout ce qu'on a appris. Moi, j'essayais de me défendre avec des bouts de phrases d'auteurs que je connaissais pour essayer de contrecarrer les voix. Rien ne marche. Mis à part à un moment donné où on va chercher peu plus haut que soi-même. Et il y a dans votre, on va appeler ça un récit poème, hein, je ne sais Oui, pas, une espèce de long monologue aussi parfois, l'évocation sous forme très fragmentaire, comme des îlots, oui, de ces pistes familiales qui ont été soufflées par la psychanalyse, notamment la figure de votre grand-père, oui. grand-père poète dans les rues d'Abidjan. Oui, ça, je me souviens, c'est une conversation que j'ai eue avec ma mère. Je lui posais la question sur mon grand-père. Elle me dit effectivement, c'était moi, un espèce de poète vagabond qui a fini un peu malade euh, et seul dans les rues d'Abidjan. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que dans la culture sénégalaise comme dans le monde arabe, ce que la Grèce a appelé le poète voyant a une Mm. place très forte, c'est-à-dire que le vagabond des rues, dans son délire poétique, est souvent très respecté par les gens, c'est-à-dire que sa parole est considérée comme ouverte sur un ailleurs inconnu. Et votre livre, c'est aussi une invitation à cartographier des terres inconnues par la poésie et peut-être contre le discours médical que vous reproduisez régulièrement comme des scansions et comme quelque chose que vous regardez comme une forme étrangère à vous-même. Mm, mm. Alors, il y a. C'est vrai que je suis peut-être pas assez tendre avec les discours médicaux, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose du décalage. J'ai suivi beaucoup de psychothérapie. Au bout d'un moment, c'est presque un job d'aller là-bas. C'est très bien le travail qu'ils font, c'est très important de le faire et c'est important d'être suivi, surtout dans les cas comme les miens. Mais moi, il y a peut-être une routine qui s'installe, quelque chose qui est loin de l'évidence et loin du travail qui, moi, devrait m'accompagner, si vous voulez. C'est le, c'est le moment où la psychothérapie me lâche et que je vais travailler ce que j'ai toujours voulu faire, l'écriture, l'art, la création. Et peut-être la béquille de la psychanalyse va être un peu moindre, si vous voulez. Et le discours médical que vous reproduisez est très Oui, intéressant parce qu'il signe une forme d'impuissance, il m'a semblé. oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est dépendant de ce que vous dites vous, de vous-même, de vos délires. Mm. Et il parle d'un il. Et Oui, vous-même, vous utilisez le il dans votre écriture pour parler de vous au au futur. futur, c'est ça. Alors le jeu pour parler de moi dans la souffrance et le il pour parler de moi au futur. C'est-à-dire quand je rencontrerai la personne qui partage ma vie aujourd'hui, quand je déménagerai là où j'habite aujourd'hui. Comme si j'étais
autre que ce que je décrivais, si vous voulez. C'est très étrange cet aspect de créatif, mais j'avais besoin de prendre cette distance entre le réel de ce qui m'arrive aujourd'hui, ce que je suis devenu aujourd'hui, et l'affirmation de cette douleur de la schizophrénie, oui, par le jeu. Vous parliez de celui qui accompagne votre vie aujourd'hui, Oui, S. Il est nommé S. oui, c'est ça. Et vous dites, c'est celui qui est capable des silences qu'on habite à deux. Oui, On retrouve la notion de silence. tout à fait, oui. Pour moi, c'était pour ça que j'ai déménagé aussi à la campagne. J'ai quitté Paris, que j'ai adoré longtemps. Maintenant, c'est la campagne et effectivement, le silence, j'ai l'impression que c'est le dernier pas, quoi. C'est c'est ce qui nous attend tous après. Et c'est là qu'on apprend le plus, j'ai l'impression. Il y a quelque chose dans le silence, c'est comme je sais pas, une espèce de boîte de Pandore à l'envers qui serait plutôt positive, où tous les possibles sont là, tous les possibles sont offerts, comme dirait Leibniz. Tous les possibles sont dans le silence, si vous voulez. Tout est ouvert dans le silence. Et le silence, c'est celui aussi qu'on peut imposer à ceux qui parlent et qui jugent. On en parlera tout de suite après Oui, notre seconde pause musicale, choisie par vous. oui. On écoute et vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce très beau morceau.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Philippe Jarouski, Nisus Dominus de Vivaldi sur Aligre FM à 10h32. Vous êtes à l'écoute d'Au fil des pages et depuis ce matin, 10h, je m'entretiens avec Frédéric Jean-Gilles qui publie un premier récit, Si la mer se meurt, aux éditions Les Cahiers de l'Égaré. Un récit qui permet d'explorer des terres inconnues, celles de la schizophrénie. On vient d'entendre la très belle voix de Philippe Jarouski, puisque nous parlons de voix aussi depuis ce matin. Et vous me disiez, juste avant que nous reprenions l'antenne, Frédéric Jean-Gilles, que vous aimiez ces musiques qui portent à l'élévation et qui sont à mi-chemin entre mélancolie et joie. C'est ça, oui, cette espèce de paradoxe de lien entre ce qu'on essaie de séparer le plus souvent et qui, peut-être dans la création, en tout cas musicale ici, font quelque chose de sublime, quelque chose d'immense. Le sublime dans le sens kantien, quelque chose qui, encore une fois, qui nous dépasse, plus haut que nous. Et peut-être opposer ce qui nous dépasse plus haut que nous à ces voix qui sont des voix de basse, des voix du fond, comme vous dites. C'est aussi un moyen, un rempart, un antidote à la maladie. Les voix que j'appelle les égrégores et tout ça dans mon livre. Oui. Alors, moi, la dernière théorie qu'on m'a donnée sur la schizophrénie, ce serait le cerveau qui se protège. Bon. Alors, c'est tellement vaste que toutes les interprétations sont possibles et ça paraît tellement réel, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment de folie cérébrale qu'est-ce qui a été de l'extérieur ou pas? Je me souviens, techniquement, moi, j'entendais mes voisins m'insulter, mais jamais mes voisins ne se sont mis à leur fenêtre pour m'insulter, mais j'en étais persuadé. Qu'est-ce qui fait que je me convainc de quelque chose de faux? Ça, c'est plutôt intéressant, et c'est ce que j'ai essayé d'écrire, cette espèce de flou permanent où rien n'est certain, finalement. Et c'est peut-être ça aussi, quelque chose qui nous dépasse et quelque chose qui serait un peu plus certain que nous-mêmes, un peu moins grégaire parfois, un peu plus reliant les uns les autres, reliés les uns aux autres. Je crois que le contraire de la schizophrénie, c'est le silence et l'aller vers l'autre. Je crois que c'est quelque chose de très important, c'est de voir que l'autre aussi est une pyramide de souffrance, si vous voulez, et qu'il y a quelque chose à faire dans cette espèce de partage d'émotions, de justesse et d'équilibre à vivre ensemble. Il n'y a pas que la destruction, si vous voulez. Et ce livre, c'est aussi la trace d'un passage réussi vers l'autre. Je l'espère. C'est-à-dire le fait d'être édité, puisque vous avez été longtemps votre propre lecteur. Oui. L'écriture comme la lecture ont été des remparts, vous le dites dans ce très beau texte. Et en le lisant, je me demandais si le fait d'être édité n'était pas l'ultime étape justement pour sortir de soi, en livrant ce qui n'est pas qu'un témoignage, mais pour moi, l'opportunité pour les lecteurs, quasi unique, sauf si on pense à des écrivains évidemment comme Michaud et quelques autres, mais d'explorer des terres inconnues. Vous disiez, ce n'est pas réel, mais est-ce qu'il n'y a pas une réalité aussi du dysfonctionnement psychique et de ce qu'il peut inventer? Je pense que la personne qui est dans le dysfonctionnement psychique est là, elle est présente, elle est avec nous. Quand j'allais mal et que je pouvais faire des choses insensées, j'étais là. Je le ressentais, je le voyais, je le vivais. Après le fait d'être édité, je me demande justement si j'écrirais autre chose après, effectivement, oui, je ne sais pas. Est-ce que je trouverais quelque chose d'autre à dire? Je ne sais pas, mais excusez-moi, il y a une espèce d'aboutissement heureux
à tout ce dysfonctionnement par l'écriture, par le fait d'avoir trouvé un éditeur à compte d'éditeur, donc. Et ça, c'est très bien. Et le fait aussi d'avoir des lecteurs que je ne connais pas du tout et qui me font des retours, ça, c'est très émouvant, effectivement. Quels sont ces retours? Vous pouvez nous en donner un ou deux à entendre qui vous ont particulièrement ému? Alors, on m'a dit, j'ai lu d'une traite, ça, on me l'a dit plusieurs fois. Bon, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui marche là-dedans. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Il faudrait le partager à plus de gens qui seraient dans le même cas. Il faut le faire découvrir. Il faut que les gens le lisent quand ils ont des problèmes. J'ai eu des gens qui avaient des problèmes avec leurs enfants, de même maladie, qui m'ont dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas m'aider? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si ça pourrait les aider ou pas. Mais en tout cas, c'est ma trace, c'est mon témoignage. C'est là où j'ai fini par atterrir. Et ça fait 20 ans que j'écris ce livre, finalement. Ça fait depuis le début. Même si en période de crise, j'ai gardé des carnets de crise où il y a simplement écrit Jardin des Tuileries, 16h30. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne sais plus. Ça, c'est pas une matière que vous avez eu envie d'exploiter, comme Michaud l'a fait dans ses mémoires C'est en cours. de drogue, ses archives de drogue, non? Alors, ça dépend des matières. Il y a des matières qui sont exploitables, effectivement, et là, je suis en train de travailler dessus. Je vous dis que j'arrêterai d'écrire après celui-là, mais c'est pas forcément vrai, parce que le plaisir d'écrire est tellement grand, tellement vaste, me dépasse tellement que j'ai envie de le faire. Il y a des matières à écrire. Je me souviens d'un internement, c'était en 2015, où j'étais à rue près de Bastille, là-bas. Et je prends une douche et là j'entends des voix et le pommeau de douche devient littéralement une mitraillette à voix, si vous voulez. Et ça, je l'ai écrit. Donc, après, j'élabore dessus, je continue les phrases. Mais ça part d'éléments risqués de mon réel qui prennent des dimensions un peu métaphoriques, bizarres, de voix, Mais alors aujourd'hui, avec les médicaments, j'ai pratiquement plus de voix, si vous voulez. C'est vraiment anecdotique. Mais alors ça, je l'écris dans le livre. Est-ce que justement, il n'y a pas un recul de la pensée avec les médicaments qui nous affaiblissent un peu, mais bon. Oui, alors c'est la question que je me suis posée aussi Oui. et que je vous posais un peu en début d'interview, puisque vous parlez de médicaments. Il y a des moments où vous les arrêtez. Pourquoi? Par erreur déjà, et parce que les médicaments tout simplement font grossir. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai envie d'être comme tout le monde. Alors que finalement, beaucoup de gens prennent des médicaments pour ceci, pour cela. J'ai envie d'être comme avant. J'ai envie de retrouver celui qui n'était pas malade. J'ai envie d'y arriver sans béquille, si vous voulez. Mais à chaque fois, c'est la rechute. Et vous consacrez une page, une très belle page que j'aimerais qu'on lise, c'est 51, au comprimé. Les comprimés s'aligneront, pas fiers, pas modestes non plus. Ils seront là, présents, entêtants, blancs, jaunes, petites formes closes comme des pensées arrêtées. Il les regardera sans amour, il les prendra sans haine, il fera ce qu'il faut, sans ferveur, sans retard, rien de mystique, rien d'héroïque, juste une gorgée d'eau, un passage, clac, avalé, disparu. Et alors le monde reculera un peu, sagement, par étapes, les angles se replieront, les bruits mettront des chaussons, les idées parfois ne viendront plus, mais ce ne sera pas grave, elles reviendront plus tard, ou pas. Il vivra, comme on pousse une chaise, avec lenteur, application, habitude. Il verra son reflet, même face, même peau, mais derrière le regard, un battement en décalé. Pas de drame, pas de cri, juste un là qui serait un peu de côté.
Il sortira, il oubliera, il se souviendra, il parlera, moins, mieux ou pas. Il laissera le monde faire son vacarme et passera au travers comme on passe dans un champ d'abeilles, lentement, sans geste brusque. Il ne cherchera pas à comprendre, il ne fera pas de morale, il prendra, il habitera ce qu'il peut, pas plus, pas moins, avec ce qui reste, ce qui passe, ce qui tient et surtout ce qui continue sans bruit, sans fin. Il avancera sans parade, sans appel, mais il débutera. C'est un très beau passage où le il et le futur mettent à distance et en même temps permettent justement de retrouver cet état, cet état que vous définissez parfois dans d'autres pages comme un état de flottement, comme un être là. Et en même temps, il y a le souci très important exprimé par vous dans d'autres pages de laisser une trace. J'aimerais qu'on écoute un passage d'un entretien de Michel Foucault avec Georges Charbonnier. C'était en 1973, au moment où il écrit son Histoire de la folie. Et on revient ensemble pour en parler, Frédéric Jean-Gilles. Vous écoutez Allegre FM 93.1. Bon, pourquoi j'ai écrit ce livre qui porte ce titre un peu bizarre, Histoire de la folie, pourquoi je l'ai écrit ? Essentiellement parce que j'ai pas pu arriver à en écrire un autre livre. Un autre livre qui, lui, me faisait rudement envie. Et qui aurait été l'histoire des fous. C'est-à-dire l'histoire réelle de cette population qui, si on la prend, si vous voulez, à partir du XVIIe siècle, n'a pas cessé de vivre, d'exister, de vivre, de se développer dans les marges de notre société, et dont, au fond, on ne sait rien. On sait simplement de quelle manière cette population a été captée, de quelle manière elle a été quadrillée, classée par les médecins. On sait ce que les médecins en ont fait, sous quelle rubrique ils les ont mis, quel traitement, éventuellement quelle punition ils leur ont imposé. Mais au fond, ce qu'ils étaient, ce qu'ils disaient, ce qu'a été ce grouillement, si vous voulez, c'est ça que j'aurais voulu faire, et c'est ça que j'ai pas pu faire. Et j'ai pas pu faire tout simplement parce que c'est un grouillement qui est passé sans trace. C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire, aucun souvenir. Je n'ai pu retrouver que le moule creux, en quelque sorte, dans lequel on les a mis. Mais eux-mêmes, la folie, les fous dans leur existence positive, réelle, historique, je n'ai pas pu le faire. Si bien que j'ai été amené à faire ce que j'ai appelé l'histoire de la folie, c'est-à-dire l'histoire de la limite, de la surface de contact entre cette population dont je n'arrivais pas à faire l'histoire, et puis la population, le savoir, la culture institutionnelle, visible, manifeste, qui est celle de notre société. Alors cette surface de contact entre la société officielle, institutionnelle, normale, et puis ce groupe, ce fourmillement de gens d'en dessous, c'est ça que j'ai appelé la folie. J'ai voulu faire l'histoire de cette surface de contact. Voilà, Michel Foucault, qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric Jean-Gilles, cette réponse qu'il fait à Charbonnier pour justifier son livre, l'histoire de la folie ? La surface de contact entre la société normale et ce grouillement en dessous. Oui. Alors... Mais aussi l'absence de traces de la part des fous eux-mêmes. Oui. Et je trouve que c'est très intéressant parce que votre livre est une trace laissée et c'est aussi le revers de l'impuissance du discours médical à épuiser les territoires immenses de la schizophrénie. Ah oui, c'est ce qu'on me dit de plus en plus. Alors moi, en l'écrivant, je ne me suis pas rendu compte, effectivement, ce n'était pas mon intention de laisser cette trace qui manquerait dans l'histoire de l'écriture de la folie. Mais effectivement, si je devais me placer au niveau des rencontres que j'ai faites, à l'oral, pas forcément écrites, de gens qui auraient ma pathologie, il y a quelque chose effectivement d'un peu de côté qui peut être très intéressant
et qui pourrait effectivement faire l'objet d'un manuel ou d'un rapport. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Alors moi, laisser une trace, c'est quelque chose qui m'a toujours paru important. Peut-être effectivement parce que j'avais l'impression que ce qui m'était arrivé était pas hors du commun, mais un peu de côté quand même. Parce que j'ai toujours essayé d'avoir ce regard sur la maladie, même en temps réel, un peu en recul. Et il me semblait important d'en tirer quelque chose et d'en parler, effectivement. Mais je me suis jamais rendu compte qu'il y avait ce manque, effectivement. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu besoin de dire, mais sans aller chercher sans avoir le manque en premier, le manque de la parole, de la trace du fou dans nos sociétés modernes ou post-modernes. Et si ce livre peut aider à avoir quelque chose de la trace du fou, mais effectivement, on m'en parle de plus en plus. Je sais que du côté de mes psychothérapies, on me dit, mais tiens, c'est intéressant. Vous me dites, tiens, c'est intéressant. Les lecteurs me disent, tiens, c'est intéressant d'avoir cette ouverture sur ce monde folie. Je me pose la question de l'intérêt de ce livre, effectivement, oui. Oui. Qui n'est plus un livre pour vous-même, qui est devenu un livre pour les autres. C'est ce que dit Duras, quand le livre est écrit et est allé chez l'éditeur, il ne m'appartient plus, oui, effectivement. Et oui. Et c'est aussi une façon de peut-être imposer le discours du malade ou de l'opposer au discours sur la maladie, qui relève de ce que Jean Védrine appelle une langue morte. Alors oui, le discours du malade, c'est quelque chose qui sera plus en rapport avec son vécu, si vous voulez, avec son temps vécu. Alors que le discours sur la maladie est beaucoup plus, comme le disait Foucault au début de son intervention, il y a 5 minutes, quelque chose de plus classé, plus régi, plus ordonné, plus répétitif, plus scientifique. C'est vrai que si on peut mettre un peu de sentiment, de subjectivité dans les rapports sur les malades qu'on a l'habitude de lire, ce sera quelque chose de tout à fait positif, oui. Mais après, il faut bien sûr pas oublier qu'il s'agit de littérature, j'ai essayé en tout cas. Bien sûr. Et que c'est aussi cette approche du mentir vrai, si vous voulez. Mm-hmm. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas exactement ce qui m'est arrivé. C'est aussi une transfiguration. Une transfiguration, marcher au bord de la schizophrénie, si vous voulez. C'est un miroir que je promène au bord du chemin de la schizophrénie. Oui. Alors, dans ces pages, il y a aussi de très belles évocations du Paris nocturne, d'une espèce d'échappée dans le Paris nocturne vu comme un salut possible, presque comme la fantaisie urbaine, lieu de perte et en même temps d'échappée. Oui, parce que j'ai toujours, malgré la lourdeur de la schizophrénie, malgré les diagnostics, 80% d'incapacité mentale, etc., j'ai toujours voulu rire. Le rire, ça m'a paru toujours quelque chose de très important. La fête. La fête, le rire, l'amitié. J'ai jamais voulu trop m'appesantir. Et effectivement... la fête à Paris, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup misé, sur lequel je me suis perdu, avec lesquels je me suis perdu aussi. Et à partir de ce moment-là, parfois la maladie m'a rattrapé, oui, effectivement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un juste équilibre à avoir quand on a des symptômes comme les miens oui, alors j'ai décrit les excès dans le livre. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut tenir. Il faut tenir les rênes de l'excès, oui, effectivement. Il y a aussi le rapport au corps qui est très important, à l'homosexualité et au corps, à la sexualité, comme une fuite en avant, un peu,
dans un double mouvement qui est assez présent dans vos pages, d'un désir d'ancrage et en même temps de mouvement, D'échapper. d'échapper, d'élargir sans cesse les possibles. Alors, ce que je dirais, c'est que quand on a été malade comme en schizophrénie, tous les codes sociaux ordinaires vous échappent, si vous voulez. Or, quand on a 20-30 ans, c'est vrai que la sexualité, c'est a priori quelque chose d'important, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qu'on a envie de rencontrer plusieurs fois, 1 fois, 3 fois. Bon, très bien. Alors, est-ce que j'ai pas voulu tester ce code social et voir ce qu'il pouvait m'apporter de réjouissant, finalement, ou pas. Ce qu'il avait de réjouissant ou pas, quelles étaient ses limites, et comment faire avec mon nouveau corps, finalement, mon corps qui est plus celui d'avant la médication, comment faire pour, moi aussi, participer à ce grand mouvement de réjouissance, qu'on appelait la sexualité, qu'on appelait les rencontres amoureuses, qu'on appelait... Bon. Et tout ça pour faire un bilan peut-être par petite maturité, petit à petit, je ne sais pas. Peut-être pour retourner à quelque chose de plus silencieux, de plus personnel, de plus égoïste, de plus solitaire. Et de me rendre compte que tout ce qu'on m'a mis comme, sous les yeux comme repas social, comme la sexualité, etc., il fallait que je le reprenne pour moi et que je le réinterroge à ma sauce, à ma façon, oui, avec la schizophrénie en ligne de mire. Oui. Mais c'est un pari festif que vous décrivez très bien, euh, qui est très beau, les lumières de la ville notamment, mais Oui. on sent une espèce quand même, De regret ou... alors soit de regret, soit dans le temps du vécu, de solitude, irréductible à la fête, Oui, parce que par la fête. ça m'a jamais suffi. Ça ne m'a jamais suffi, la fête. Bon, les pilules que je prenais pour faire la fête, tout ça, j'ai toujours ressenti qu'il y avait encore une fois un manque, comme si ma trace n'était pas là, comme si ça ne suffirait pas. C'était comme un passage, presque un rite obligatoire, mais ça n'y suffirait pas. Ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop superficiel pour me contenter, effectivement. Donc j'ai eu besoin de partir. Et j'ai eu besoin de découvrir un amour sincère par la personne de S dont je parle. J'ai eu besoin d'autres horizons, d'autres vocations, d'autres volontés. Et à partir de là, le pari de la fête que je n'oublie pas. Je continue à faire la fête, évidemment, comme j'espère beaucoup de gens. Parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi un peu politique dans le fait de faire la fête, de ne pas se résigner. Mais de là à en faire une solution à la maladie, enfin, c'est pas là que je trouverai mon bonheur, oui, simplement. Et c'est quoi un amour sincère quand on est schizophrène? Par rapport à cet aspect-là, vous avez très beau passage. Donc, c'est un amour qui résiste, parce que je sais que je peux être... quand je suis en crise, ça va être très difficile pour le partenaire qui m'accompagne. Et pourtant, là, ça résiste comme un roseau qui penche, mais qui ne cède pas. Et c'est ça pour moi, c'est celui qui est toujours là. Et sans injonction. Et sans injonction, effectivement. Alors, il y a quelque chose, oui, qui me laisse aussi ma part de liberté, effectivement. Alors, il y a une autre géographie, il y a la géographie parisienne, et dans vos paysages intérieurs et réels, il y a aussi la géographie lointaine de la campagne. Oui. Qu'a représenté ce tournant dans votre vie, dans l'écriture, dans le rapport à l'écriture et dans le rapport à d'autres formes de création? Le silence de la campagne. Oui. Le silence et les possibilités de la campagne. C'est, ouvrir un local pour travailler, un atelier à la campagne, c'est beaucoup plus accessible qu'à Paris, concrètement, financièrement. Les possibilités sont énormes puisqu'il y a aussi
pas mal de choses encore à accomplir. Il y a beaucoup de, il y a j'ai trouvé là-bas à la campagne dans le Cantal, donc dans le sud Cantal, un vivier de forces créatrices, des gens qui sont prêts à faire plein de choses. Et ça, c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que Paris c'est saturé aussi, hein. Il y en a partout tout le temps, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire à Paris, mais les places sont sans doute moins accessibles. Il y a plus de choses à faire, je pense. J'ai un terrain à conquérir là-bas. À la campagne. Oui, Oui. Et il y a aussi la place pour le travail manuel, oui, j'ai qui ouvert est une forme de décentrement aussi par rapport à Schizo. à la schizophrénie. Bah, c'est les moments où, là, à l'atelier où je travaille, j'ai ouvert une petite boutique là où je vis, de gravure sur bois. C'est des moments où, comme on joue à la dinette quand on est petit, je joue à la normalité, si vous voulez. Je joue, voilà. Vous jouez. J'ai l'impression, oui, souvent, j'ai l'impression qu'il y a quelque part quelque chose qui est toujours prêt à tomber, qui pourrait tomber, retomber, dans les affres, dans les voix, d'où l'importance d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui est là, qui vous soutient, de continuer à prendre ses médicaments, tout simplement. Mais j'ai l'impression de jouer parce que je ne suis pas là à 100%. J'ai toujours l'impression de faire attention, parce que les déséquilibres sont toujours proches. Et vous parlez de flottement. Oui, Et vous semblez distinguer cette présence flottante d'un être là, arrimé à des choses très simples. oui, Le bruit de la nature, oui. voilà. Oui, 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 oui. C'est surprenant la campagne, le bruit de la nature, le bruit des animaux qu'on voit pas, qui sont pas loin, qui sont plus ou moins gros, le temps qui change, enfin, il y a quelque chose de surprenant et qui vous laisse un peu quoi, si vous voulez. Et bon, après, c'est pas les gens qui changent, parce que pour moi, c'est le même combat, hein. Que ce soit à Paris ou à la campagne, les natures sont les mêmes. Plus l'environnement qui est sans doute plus agréable, tout simplement, à la campagne. Je vais pas non plus faire des... Il y a quelque chose de plus reposant, de plus silencieux, effectivement, oui. Vous écoutez Aligre FM 93.1. S'asseoir tous deux au bord du flot qui passe, le voir passer, tous deux s'ils glissent un nuage en l'espace, le voir glisser, à l'horizon s'il fume un toit de chaume, le voir fumer aux alentours si quelque flamme nous bombe, s'en enrômer, entendre au pied du sol où nous murmurer, ne pas sentir dans ce rêve dur, le temps durer, mais n'emportant de passion profonde, que s'adorer sans nul souci des rêves du monde, et s'ignorer, et seuls tous deux devant tout ce qui lasse, sans se lasser, sentir l'amour devant tout ce qui passe, ne point passer, sentir l'amour devant tout ce qui passe, ne point passer. Gabrielle Fauré à l'instant sur Aligre FM 93.1 pour accompagner ma conversation avec Frédéric Jean-Gilles qui publie un récit poème Si la mer se meurt, pardon,
et c'est aux éditions Les Cahiers de Légaré. Frédéric Jean-Gilles, dans toutes les évocations un peu fragmentaires qui viennent dans le livre, il y a évidemment la question de la famille, Mhm. le rapport à votre mère, à votre sœur, qui vous appellent. Ce sont des voix aussi, d'autres voix. Qu'a représenté la famille dans votre construction personnelle et peut-être aussi dans ce rapport à la schizophrénie? Alors, je pense que la famille, c'est ce qui a été le plus détruit, malheureusement. C'est ce qui a fait le plus mal, m'a fait le plus mal dans la destruction. C'est-à-dire que le substrat même du lien familial a été évacué sans problème. Non seulement parce que j'avais l'impression d'être devenu un peu... c'est méchant de dire ça, surtout que maintenant que j'habite dans un village, mais un peu l'idiot du quartier, c'était moi. Celui qu'on montrait du doigt, c'était moi. Celui qu'on mettait de côté, c'était moi. Donc petit à petit, sans rancune, on se déleste un peu de ce qui devrait être l'amour familial. Même si ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais je crois que la schizophrénie a coupé, a totalement, radicalement transformé et renversé la table familiale, effectivement. Ouais. Mais ça n'empêche pas que j'entends encore, j'ai pu entendre mes sœurs. Alors est-ce que c'est un recul sur ce que je regrette, parce que on a cessé de se voir depuis. Est-ce que c'est ma tête qui a besoin de me rappeler à l'ordre? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Et c'est oui. aussi une sœur qui vous écrit une lettre. Oui, tout à fait. Et cette lettre, vous la coulez Mm. dans le moule poétique de votre récit. Je la cherche là, mais je la trouve pas. J'aurais voulu qu'on en lise un passage. Voilà un exemple de transfiguration, j'imagine, pour vous, du réel. Oui, Cette lettre, elle est importante dans votre cheminement, puisque oui. vous la reproduisez. Oui, c'est une lettre de... J'ai 3 sœurs, et c'est sans doute la sœur de laquelle j'étais le plus proche qui m'écrit cette lettre pour m'expliquer non seulement pourquoi effectivement ils ne sont pas venus à ma dernière sortie d'internement, qui m'explique, je lui ai demandé de m'écrire, j'avais besoin de savoir ce qui s'était passé dans la première crise en 2001, et elle m'explique effectivement que j'ai brûlé un crucifix au-dessus du lit de mes parents en cassant des chaises pour faire un feu sur le lit comme si c'était l'origine du mal, que je m'essayais à couper des tuyas à la scie sauteuse alors que c'était très dangereux. Elle m'explique aussi, ça je crois pas que je l'ai mis, mais qu'il m'avait proposé alors que j'avais 20 ans de me mettre à faire des aquarelles avec des enfants de 5 ans parce que c'était sans doute mon état d'esprit. Bon, il y avait pas mal de choses comme ça où... Mon frère, je l'ai oui, trouvé. Tu voilà. m'as écrit, alors je réponds. Tout a commencé à 21 ans. La maladie a pris corps dans ta tête. On t'accompagnait avec maman chez S. Tu partais pour Londres. Mon cœur s'est brisé. Tes vêtements, la nuit, et puis plus rien. 1 an sans nouvelles. À ton retour, tu ne sortais plus. Et ce jour-là, dans la voiture, ce sont les voisins. Ils crient salope. Ils rient. Le médecin a murmuré suicide. Un choc. Mon Dieu a vacillé, impuissant, ingrat. La maladie immense et nous, minuscules. Alors on a décidé. Pas l'hôpital, jamais de force. Juste être doux, te faire prendre les pilules dans un geste de tendresse. Les médecins disaient cellule plus grande que la normale, intelligence au-dessus du lot. Moi, je perdais des heures de classe chaque matin, veiller, t'écouter dire c'est un complot, mais tu me faisais confiance, à moi seule. Parfois tu n'étais plus là, un autre parlait à ta place, et puis un jour tu revenais, et je reconnaissais ton regard. Il y a eu les chaises brisées sous le crucifix, le feu,
Il y a eu les tuyas taillés à la scie et ton corps amaigri. Je n'oublierai jamais ce moment. Comment on tient une fourchette, comme ça, et après, on mâche. Les voix voulaient la mort de F. La nuit surtout. Le jour tu la détestais. Pourquoi elle? Pourquoi cette noirceur? J'ai craqué une fois, tu t'en souviens? Puis il y a eu la médication, ton regard redevenu lisible. Un instant, je t'ai retrouvé. Mais à ta dernière sortie, on n'est pas venu. Maman était triste. Parle-lui. Tout cela, on le porte, on apprend, on compose. Même avec les silences. Même quand les mots ne suffisent pas. Je t'aime aussi. Ah. Alors effectivement, c'est un passage très émouvant pour moi, cette lettre de ma petite sœur. Et je crois effectivement que la schizophrénie nous a séparés. Oui, je suis devenu plus dur peut-être. J'ai fait des choses qui n'étaient pas normales. Et c'est difficile aussi pour elles qui sont mères de famille aujourd'hui, qui ont d'autres choses d'autres chats à fouetter que tout cela. Mais la schizophrénie nous a séparés, effectivement. Oui. Je vois mal aujourd'hui. Je n'ai plus du tout ma place. C'est très triste. Ça m'émeut beaucoup. Mais effectivement, il y a quelque chose de très dur dans la schizophrénie qui nous oblige, comme une voie qui s'ouvre et dans laquelle on s'enfonce. Et il n'y a pas de retour possible, je crois. Malgré ce livre? Malgré ce livre, je pense, oui. Vous leur avez envoyé? Oui, oui, je n'ai pas encore eu de retour. Alors, il y a dans ce livre une place faite à la famille, il y a une place faite aux amours, il y a une place, on l'a dit, faite à la géographie parisienne, à la campagne, et tout ça sans linéarité, Oui. mais avec des chiffres, des chapitres, des titres. Donc dans une écriture à la fois très libre, mais dont on a le sentiment qu'elle est quand même sous contrôle. Oui, j'espère. C'est quelque chose de très méthodique, l'écriture, pour moi. C'est-à-dire que je me lève très tôt, peut-être à 4-5 heures, et je m'y mets jusqu'à 7 heures. Et tant qu'il y a un problème dans la compréhension de ce que j'écris par moi-même, je vais réécrire, je vais recommencer, je vais raturer, je vais reprendre la page. Pour moi, c'est un vrai travail. Les chiffres, Les chiffres, c'est-à-dire? on a le sentiment d'une écriture un peu chiffrée, c'est-à-dire que chaque chapitre commence par 1, l'effritement du réel. Oui. Je donne un exemple. 2, l'agitation comme poison. Oui. 3, la pensée contaminée. 4, une guerre en moi. 4, les voix comme force stratégique. Oui, Ça m'a intriguée, c'est une vraie question. Oui. Ce désir et peut-être ce besoin de compter, presque. Peut-être parce que compter, ça permet de voir venir, si vous voulez, dans l'embrouillamini de la schizophrénie, qui est quand même quelque chose d'un peu fou, c'est-à-dire de pas logique, qu'on a du mal à comprendre. J'ai l'impression que de bien cadrer, de bien classer, peut-être à la manière des médecins que je critique d'ailleurs, de bien classer, bien ordonner chaque chapitre, permettrait aussi au lecteur de mieux s'y retrouver, évidemment. Et peut-être parce que... chiffrer, c'est la première, c'est la mesure, la cadence. Le chiffre, c'est le premier moment poétique, je pense. C'est peut-être la petite musique des sphères dont on parle dans l'Antiquité. C'est chiffré, cadencé, c'est le moment poétique qui commence, je crois. Et c'est aussi une façon de laisser parler les silences. Toujours. De la page. Michaud disait « Qui cache son fou meurt sans voix ». Vous avez révélé cette maladie, vous l'avez écrite, vous l'avez presque chantée dans certains passages qui relèvent d'une langue extrêmement rythmée. Est-ce que c'était pour vous une façon de retrouver une voix VOX, une voix VOIE?
Je, euh, j'ai longtemps espéré trouver une voie, VOIE, par l'écriture. Mais petit à petit, ça m'a paru tellement difficile de se faire éditer, de trouver quelque chose, quelqu'un qui s'intéresse à vous, que je me suis dit, bon, bah, bon an, mal an, je vais écrire pour moi. Et cette voie, je vais un peu la laisser un peu de côté. Bon, il se trouve que j'ai été édité aujourd'hui. J'ai l'impression, comme disait Foucault dans le passage que vous avez cité, que c'était un peu par hasard, je ne sais plus ce que dit Foucault, par intrusion du réel, malgré moi, si vous voulez. On m'a édité, j'étais très, très surpris. Et la voix VOIX, pareil, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a... J'aime beaucoup ce livre, j'ai beaucoup aimé l'écrire, j'aime beaucoup les réactions qu'il suscite, j'aime beaucoup le chemin qu'il semble prendre. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des choses plus hautes que ça, des choses plus importantes que... À dire, Oui, peut-être plus sur la maladie. peut-être plus sur la maladie, peut-être plus sur la maladie, effectivement, oui. Peut-être que... Ou alors le transformer, le discours sur cette maladie en quelque chose... J'aimerais faire quelque chose d'encore plus poétique, si vous voulez. Effectivement, Alain Michaud, que j'aime beaucoup. Peut-être une espèce de cartographie. J'ai commencé un livre qui s'appelle Oupalonge. Où effectivement, c'est c'est des personnages à qui il arrive des choses un peu psychiatriques, dans un univers un peu onirique. Je sais pas, ça c'est celui qui s'approche le plus de ce qui m'est arrivé, mais est-ce que après je vais pas sauter vers une autre forme plus poétique encore, je l'espère. Ce qui m'amène à ma dernière question, Oui. Frédéric Jean Gilles, une question qui m'a beaucoup taraudée en lisant ce très beau texte que vous nous offrez aux éditions Les Cahiers de l'Égaré, Si la mère se meurt. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas une réalité psychique qui a la force de l'imaginaire après et ce centre manquant que nous cherchons tous à travers l'écriture et la lecture? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je le souhaite. Je le souhaite ardemment. Ce que je sais, c'est que quand j'écris, je suis un peu transporté, si vous voulez, vers peut-être cet imaginaire, cette autre réalité dont vous parlez. Euh, mais je retombe toujours en me disant, mais au fond, à quoi bon tout ça? Quel est l'intérêt de tout ça à côté de... Si vous voulez, j'ai toujours cette parole, j'aime beaucoup écouter les écrivains que j'aime bien à l'oral, et c'était Yourcenar qui disait, mais même en écrivant un livre, je suis tout à fait capable d'aller répondre au laitier qui sonne à ma porte, je n'ai pas besoin de m'enfermer et de me dire, tiens, c'est tellement important ce que j'écris, que je ne vais pas répondre au laitier qui sonne, qui me demande un peu d'argent pour son lait. Je vais lui répondre. C'est un peu comme si je mettais tous les réels à distance et en équilibre les uns les autres. J'ai jamais eu l'impression d'avoir à écrire quelque chose de si immensément important qu'il permettrait d'ouvrir un autre réel. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Jean Gilles, d'être venu ce matin au micro d'Aligre FM pour parler de ce livre Si la mère se meurt. J'espère que nous aurons donné envie aux lecteurs de découvrir ces textes, qui est une forme pour moi de révolution poétique et scientifique d'une certaine façon autour de la schizophrénie et bien au-delà, qui nous offre à explorer des territoires inconnus dans une langue très belle et très intime en même temps. Merci. Merci.